travers la question de la relation entre le taux de croissance et le développement économique. Cette relation de taux de croissance avec le développement économique a été mise en évidence dans le cadre des objectifs de la politique économique. Bien entendu, on sait que toute politique économique a pour objectif, en fin de compte, l'amélioration du bien-être de la collectivité. Et parmi ces objectifs, on avait cité la dernière fois 5 objectifs. 5 objectifs qui se relatent à travers, donc, premier objectif, l'augmentation des revenus, c'est-à-dire des facteurs de production. Deuxième objectif de la politique économique qui verse, bien entendu, dans le développement économique, qui permet d'assurer le développement économique, c'est-à-dire deuxième objectif qui permet d'augmenter la capacité de créer des emplois rémunérateurs pour tous. Troisième objectif, élargissement de l'assiette fiscale pour la mobilisation des ressources pour l'État. Troisième objectif de toute politique économique, aussi affirmation de la puissance économique des pays, c'est-à-dire assurer la compétitivité de l'économie nationale. Et cinquième objectif, c'est, en fin de compte, c'est-à-dire l'accumulation des richesses à travers, donc, la réalisation d'une croissance soutenue. Donc ces 5 objectifs constituent en fait ce qu'on appelle c'est-à-dire la finalité de toute politique économique. Bien entendu, toute politique économique, il a des objectifs qui sont à court terme et à long terme. À long terme, c'est le développement économique. À court terme, c'est la rémunération des facteurs de production, l'accroissement des recettes fiscales de l'État, création d'activités et d'emplois, résorption des déséquilibres. Donc, tous ces objectifs-là versent ou bien convergent vers le but, la finalité, c'est le développement économique. Donc, c'est dans ce cadre où intervient la croissance économique, c'est-à-dire que les objectifs ne peuvent être réalisés qu'avec une croissance économique qui est soutenue et rapide. De même, l'étude de la croissance économique permet de comprendre comment, par l'ensemble d'actions harmonieuses et concertées, une nation peut améliorer de manière soutenue le niveau de vie de sa population ou se libérer de la pauvreté. Donc, ces actions, donc, concertées et réalisées à travers la politique économique permettent de comprendre l'impact de la croissance sur, donc, le niveau de vie, sur le bien-être de la collectivité. Donc, c'est dans ce cadre qu'on essaie, c'est-à-dire de repérer les déterminants de la croissance et aussi de comprendre leur interaction pour, bien entendu, concevoir une politique de développement efficace. Le taux de croissance et le développement économique, toujours dans ce cadre, on considère que les modèles de croissance économique sont par définition des schémas. Donc ce sont des schémas à l'aide desquels on essaie de mettre en équation la manière dont l'activité économique d'aujourd'hui peut exploiter l'ensemble des voies de développement, que les ressources naturelles, économiques, financières d'un pays permettent d'atteindre. Autrement dit, à l'aide de ces modèles-là, on essaie de mesurer l'impact de telle action c'est-à-dire sur l'état de l'économie. Maintenant, on va passer aux dimensions de développement économique, les différentes dimensions de développement économique. Bien entendu, la croissance économique suppose un accroissement du PIB, alors que le développement tient compte des aspects qualitatifs de la vie. Donc, il suppose dans le long terme une amélioration des indicateurs de bien-être.
Donc le développement économique, en fait, elle est liée à l'amélioration des structures économiques, il est lié à l'amélioration du bien-être humain, il est lié à l'amélioration de la qualité de vie. Donc généralement, les dimensions qu'on peut retenir à ce niveau-là, en premier lieu, c'est le revenu individuel, c'est-à-dire l'amélioration du pouvoir d'achat, la qualité de l'alimentation, l'accès à l'éducation et à la santé, et aussi les jouissances des droits de base, en quelque sorte, c'est-à-dire les droits de liberté fondamentale. Donc, à ce titre, il ne faut pas donc confondre, comme on a dit, la croissance et le développement. Ce dernier se définit donc le développement comme un progrès intégral de l'homme dans ses différentes dimensions, à travers des facteurs démographiques, économiques, socioculturels et politico-juridiques. Donc, le facteur démographique, c'est-à-dire lorsqu'on vise à améliorer le niveau de vie, la qualité, le bien-être de la collectivité, c'est-à-dire le facteur démographique se trouve aussi impacté par cette évolution de l'économie, de telle sorte que on assiste à un planning familial, c'est-à-dire les ménages qui essaient de gérer un peu c'est-à-dire leur revenu ou bien leur situation familiale en fonction de leurs revenus, c'est-à-dire ils vont adopter c'est-à-dire des démarches qui vont limiter le taux de natalité, bien entendu dans la mesure des possibilités matérielles que le ménage possède. On assiste donc à une gestion, si vous voulez, rationnelle des ressources et aussi de la famille pour améliorer les conditions de la famille, bien entendu. De ce fait, on assiste, c'est-à-dire on s'oriente vers des familles de petit nombre. Deuxième facteur, c'est le facteur économique. Le développement au plan économique suppose une amélioration des procédés de production, c'est-à-dire on assiste à l'introduction du progrès technique, on assiste c'est-à-dire l'investissement au niveau des équipements matériels qui vont augmenter la productivité du travail. Et de ce fait, on réalise ce qu'on appelle une croissance forte et soutenue du PIB réel. Cet accroissement du PIB s'accompagne aussi d'une bonne répartition de celui-ci entre les différentes couches de la société. Le troisième facteur, c'est le facteur socioculturel qui se trouve aussi impacté par le développement. Cela suppose que les pays investissent dans l'homme, c'est-à-dire dans son éducation, dans sa santé, et les indicateurs qui renseignent sur ce facteur-là, on peut citer le taux de scolarisation, le taux de morbidité, c'est-à-dire le taux c'est-à-dire de maladie, c'est-à-dire le pourcentage de personnes qui tombent malades dans une population donnée, et le taux de mortalité. Donc tous ces indicateurs nous renseignent sur le niveau, la qualité du développement humain. Et dernier facteur, c'est le facteur politico-juridique qui est lié au droit humain, qui est lié donc est-ce que l'État garantit la protection des droits et la jouissance des libertés fondamentales. Il y a aussi, dans les questions de développement économique, on parle aussi de l'amélioration des indicateurs de bien-être. Les indicateurs de bien-être, en premier lieu, se trouvent la croissance du revenu par habitant, est une condition première qu'on va considérer comme une condition première de l'amélioration de l'ensemble des principaux éléments constitutifs du domaine économique. Donc les éléments constitutifs du domaine économique, on peut citer ici quelques éléments. Il y a la consommation, les échanges extérieurs, l'appareil de production, donc tous ce sont des éléments constitutifs du domaine économique. Il y a l'activité des pouvoirs publics, la répartition du produit et du revenu. Vous avez aussi la réduction des divers déséquilibres. Donc la consommation. La croissance, il accroît bien entendu les quantités de biens offerts sur le marché
et assure aussi le financement des biens et services publics dont dépend la consommation collective. Donc, d'une autre manière, la croissance, elle permet d'augmenter l'offre, mais elle permet aussi, c'est-à-dire la croissance du revenu par habitant, ce qui va générer une consommation, bien entendu. La croissance aussi au niveau des échanges extérieurs, la croissance va permettre l'entrée de devises et par conséquent l'augmentation des échanges extérieurs. Ceci aussi la croissance, elle va assurer aussi la compétitivité et la puissance de l'économie en question dans le marché international. Donc, ce système exige bien entendu une ouverture, une libéralisation des échanges. La croissance, il intervient aussi au niveau de l'appareil de production, dans la mesure où il permet d'améliorer la performance de l'appareil productif à travers donc la valeur ajoutée créée à chaque étape de la production. Également, la croissance et l'influence aussi l'activité des pouvoirs publics dans la mesure où la croissance permet d'assurer des recettes fiscales à l'État, c'est-à-dire une augmentation de recettes fiscales du fait de l'élargissement de l'assiette fiscale et aussi du fait c'est-à-dire de l'augmentation de l'activité économique. Ainsi, les ressources de l'État sont conditionnées par la croissance de l'activité économique. C'est bien entendu, lorsqu'on a une croissance, les recettes de l'État, elles augmentent aussi. Donc la croissance, il influence l'activité des pouvoirs publics, la répartition du pouvoir et du revenu, la répartition du produit et du revenu. On considère en fait que le rythme de croissance permet d'assurer un partage de revenus, mais ce partage ne pourra être, c'est-à-dire réel et effectif et efficace que si on a un rythme de croissance qui est rapide. Également, la croissance permet la réduction des divers déséquilibres, que ce soit des déséquilibres au niveau c'est-à-dire au niveau des ressources et au niveau de la répartition des ressources, ou bien les déséquilibres macroéconomiques. La croissance permet de réduire les déséquilibres macroéconomiques. Lorsqu'on a une croissance économique, on a une augmentation des recettes fiscales, ce qui permet de réduire d'une façon le déficit budgétaire. Aussi, ça permet de réduire aussi ce qu'on appelle le déficit de la balance des PME du fait de l'accroissement des échanges. Donc, la croissance, à travers ces indicateurs, constitue donc un facteur positif qui permet d'améliorer les indicateurs du bien-être. Donc maintenant, on va passer aux théories de la croissance. Les théories de la croissance, dans ces théories de la croissance, on va s'intéresser aux déterminants de la croissance économique, mais selon les écoles de pensée. Dans ce cadre, on a 4 approches qui vont être étudiées. L'approche classique, à travers le rôle de l'accumulation du capital, et l'approche keynésienne, ce qu'on appelle la croissance sur le fil du rasoir, et l'approche néoclassique à travers le rôle de l'épargne. Et en dernier lieu, on va voir le rôle des innovations dans la croissance à travers l'approche de Joseph Schumpeter. Donc rapidement, on va voir ici l'approche classique, le rôle de l'accumulation du capital. L'approche classique, bien entendu, qui est caractérisée par l'apport des 2 auteurs, Adam Smith et David Ricardo. Donc, c'est l'approche classique, il se base sur le rôle de l'accumulation du capital, c'est-à-dire les quantités des instruments de production, l'accumulation des instruments de production qui permettent de réaliser la croissance. Simplement, pour l'approche classique, il aboutit à des conclusions pessimistes en considérant en fait que la répartition du revenu ne va pas assurer à long terme ce qu'on appelle une croissance permanente, mais il va aboutir à long terme à une situation stationnaire. Comment ils expliquent ça? Ils considèrent qu'en fait, l'augmentation de la richesse par tête provient de celle du capital par tête. Et le capital par tête, il provient de l'investissement des capitalistes dans la production à travers l'augmentation du capital.
Donc cet investissement-là, il est lié à l'épargne des capitalistes. Et il considère qu'il y a donc, c'est-à-dire qu'il y a trois facteurs de production. Pour les classiques, il y a le facteur travail, le facteur capital et la terre. Le travail, il est rémunéré par le salaire qui correspond au niveau de subsistance. La terre, plutôt, qui est un facteur fixe, il est rémunéré par ce qu'on appelle la rente. La rente, en fait, c'est-à-dire la rente, elle est issue c'est-à-dire de la terre la moins fertile. Et il considère qu'avec l'augmentation de la population, la rente, c'est-à-dire, elle va augmenter parce que on va recourir de plus en plus aux terres moins fertiles et le coût de production va augmenter. Le coût de production va augmenter, ce qui va générer une augmentation des salaires parce que les moyens de subsistance, ils proviennent de la terre, donc augmentation du salaire. Et par conséquent, on assiste à dans la répartition du revenu, la part du profit dans le revenu national va diminuer parce qu'il considère que le profit, il est comme un revenu résiduel. C'est-à-dire, c'est un revenu qui est distribué une fois qu'on a rémunéré le facteur travail et le facteur terre et la terre. Donc, la rente et le salaire, donc, avec le temps, c'est-à-dire dans le temps, ils augmentent du fait que les terres fertiles sont de plus en plus rares et donc le salaire qui représente les moyens de subsistance, il va augmenter. Donc au niveau du revenu national, on va assister à l'augmentation du salaire et de la rente aux dépens du profit, qui est un revenu résiduel. Donc le profit va diminuer, et comme l'épargne qui constitue la source de l'investissement, l'épargne, elle est le fait des capitalistes parce qu'ils considèrent que le travailleur, la rémunération du travailleur ne lui permet pas d'avoir une épargne. Et aussi les propriétaires fonciers, ils sont plutôt orientés vers des activités improductives ou bien la consommation c'est-à-dire des biens de luxe, d'ostentation. Donc, en dernier lieu, l'épargne, elle est le fait des capitalistes, c'est-à-dire des propriétaires de capitaux. Donc l'accumulation du capital est ainsi représentée par les classiques comme résultant de l'investissement du surplus de la fraction non consommée du produit, c'est-à-dire de l'épargne des capitalistes. Et donc, l'épargne avec le temps, il va diminuer et on va aboutir à une situation de stationnaire parce qu'il considère que la croissance, elle est en fait le résultat de l'accumulation du capital. Et on s'arrête là, je vous remercie.